Bonjour madame. Bonjour. Ça fait bien de se retrouver dans un stade. Merci si ça vous plaît. On va faire du sport sans maillot? Pourquoi pas? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le remarquez, l'entretien de Coloma débarque presque sur une pelouse de football où nous recevons Madame le ministre des Sports. En dépit donc de la fièvre hémorragique et Ebola qui limite les regroupements, il y a de l'actualité sportive en ce moment dans le pays. La Coupe d'Afrique des Nations de football, championnat national, relance des autres disciplines sportives. Nous débattrons de tout avec la patronne des sports en Guinée, Madame Domani Dori. Madame, une fois encore, merci de nous recevoir ici au stade de Nongo, c'est en banlieue de Conakry. Un joli stade, pratiquement achevé depuis 3 ans et qui n'a toujours pas eu à recevoir un match de football. Madame, première question, cela va durer combien de temps? D'abord, je vous remercie de vous intéresser au secteur du sport qui est aujourd'hui en pleine émergence dans notre pays, que j'appelle même une période de renaissance pour notre sport. Et donc, vous recevoir aujourd'hui au stade de Nongo est pour nous l'opportunité de vous faire part d'un bijou qui constitue aujourd'hui l'une des infrastructures les plus en mesure d'accueillir les compétitions à venir. Vous l'avez dit, depuis 3 ans, nous sommes en train, en parlant du gouvernement, de s'organiser pour que le stade de Nongo puisse servir au mieux aux sportifs. Et jusqu'ici, les travaux sont en train de se poursuivre. Parfois, ça paraît latent, mais en tout cas, les travaux se poursuivent. Pour parler d'un stade, nous parlons d'une pelouse. Vous remarquerez que la pelouse est en pleine réfection parce qu'il y avait déjà quelque chose sur ce sol, mais qui ne répondait pas au climat guinéen. Donc, voilà, donc il a fallu qu'on reprenne cette pelouse. Là, maintenant, elle est en pleine expérimentation et nous espérons que dans les mois à venir, les experts, en tout cas, qui s'en occupent, seront en mesure de nous confirmer que la pelouse répond aux normes, justement, internationales. Une chose est sûre, madame, c'est que dans, je sais pas, dans 7 ans, peut-être, cette pelouse va abriter les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ça sera en 2023, une organisation qui a été attribuée à la Guinée. Mais bizarrement, le gouvernement, bien sur le plan officiel, on a comme l'impression que la Guinée est un tout petit peu réservée par rapport à cette attribution. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous? Absolument. Voyez-vous, autour de projets de développement aussi énormes, on évite d'en faire un projet fanfare pour la simple raison que vous avez remarqué que la Guinée a été engagée pour l'organisation des CAN 2019 et 2021, ce qui constitue toute l'audace de toute une nation vis-à-vis d'une organisation pareille. Je ne vous informe pas quand je vous dis que c'est aujourd'hui pratiquement le deuxième événement mondial le plus suivi. Et donc, prétendre organiser cette CAN en 2019 et 2021, nous nous retrouvons au niveau de la CAF dernièrement à Addis Abeba, où ils ont estimé qu'après tout ce que nous avons connu, en tout cas sur le plan africain, par rapport au sport guinéen, particulièrement le football, la CAF a estimé que la Guinée, avec tout l'engouement populaire et la volonté politique qui a accompagné la candidature de la Guinée, ils ont trouvé opportun que c'était une opportunité à ne pas rater, en tout cas pour le développement sportif à la base pour la Guinée. Et donc, à titre exceptionnel, ils ont décerné l'organisation de la CAN 2023. Beaucoup sont restés sceptiques. Mais je vous dis maintenant que, comme le président Issa Hayatou, président de la CAF, l'a signifié, aujourd'hui, l'organisation d'une CAN n'est pas seulement événementielle, elle dépasse l'événementiel pour la simple raison que c'est un outil ou en tout cas un plan global de développement pour les pays africains. Et donc, il profite de cette opportunité que revêt aujourd'hui l'organisation d'une CAN pour permettre aux pays comme les nôtres, au regard de ce que nous savons en termes d'envie ou d'engouement sportif sur le terrain, ainsi ils accompagnent les pays à sortir de leur torpeur à travers l'organisation d'une CAN. Croyez-vous, en tant que membre du gouvernement, vous croyez à la possibilité pour notre pays d'organiser cette CAN en 2023? Je ne crois même plus, j'en suis persuadé. La preuve, ce n'est pas des Guinéens qui ont délibéré à la CAF, c'est toute l'Afrique, en tout cas pour le comité exécutif de la CAF qui s'est retrouvé. Vous avez des départements spécialisés dans les infrastructures, au-delà de l'infrastructure, de la psychologie même des populations. Et ce comité a même envoyé des inspecteurs
qui n'ont rien à voir avec la Guinée, qui ne sont pas des Guinéens, qui sont venus, qui ont fait pratiquement le tour du pays. Nous avons fait la tournée sur Zérékoré, Kankan, Labé, naturellement Conakry. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les populations qui ont fait montre du fait qu'ils comprenaient réellement l'objectivité d'une telle organisation. Pour être un peu plus précis, sachez que dans toutes les villes que je viens de vous citer, c'est que les infrastructures qui vont être construites là, ce sera déjà pour, je prends un exemple, Labé, vous avez là un stade. Un nouveau stade. Oui, un nouveau stade. Ce stade va être complètement rasé. Il va laisser place à un tout nouveau stade. Hein? À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle des stades d'entraînement, un stade d'entraînement, naturellement des hôpitaux de dernière génération. Vous avez également ce qu'ils appellent les villages CAN. Les villages CAN, ce sera ceux qui viendront en appoint aux hôtels qui vont être construits pour recevoir les officiels des matchs. Et ces villages CAN, selon ce qu'on appelle l'héritage d'une CAN, les populations bénéficieront de ces réceptacles en termes de lieux de formation professionnelle, donc d'écoles de sport et tout ça. C'est pour vous dire que ce n'est pas forcément, je le disais tout à l'heure, les 1 mois d'événements qui comptent pour un État au point qu'il s'engage à se lancer dans l'obtention de l'organisation d'une CAN. C'est vraiment un gap qu'on se fixe à travers 2023 afin que, comme nous le dit le cahier des charges, on a postulé pour 2021, le gouvernement se donne vraiment à compter de maintenant l'organisation même de cette les préparatifs de cette CAN à compter de maintenant jusqu'en 2021 et que 2023 et 22 et 23 servent de moment de simulation, si on peut l'appeler comme ça, histoire de voir dans quelle mesure les festivités vont se faire. La Guinée se fixe déjà pour calendrier 2021 et travaille dans ce sens en termes de préparation parce que la CAN aussi, c'est vraiment les infrastructures dont vous faites cas et il y a beaucoup à faire, pour ne même pas dire, à part ce stade-là. Tout est à faire dans ce pays, donc 7 ans, c'est pratiquement demain. Je disais un jour, et le président de la République, le professeur, a sanctionné ça par une déclaration. Et, bizarrement, quand je m'exprime sur, lorsque nous étions en tout cas en position de candidature, justement le côté retard, manque d'infrastructures en Guinée a été justement ce qui a fait de nous des favoris pour l'organisation d'une CAN. Et donc, aujourd'hui, si nous avons minimum 7 ans pour ces infrastructures dont nous faisons cas maintenant, c'est pour vous dire que dans le dossier de technique que nous présentons à la CAF justement, les éléments qui amènent la CAF à accompagner les États qui soumissionnent, c'est justement le plan d'investissement total que l'on présente sur les 5 ans avant même la date butoir. C'est pour vous dire que dans le dossier technique, si vous avez l'occasion de le parcourir, vous remarquerez que dès l'obtention de la CAN, nous proposons déjà dans le dossier, qui est naturellement un comité d'organisation qui se fixe pour objectif la première année les études d'impact sur le terrain et naturellement l'année qui suit, donc, nous engageons. Vous êtes lancé dedans, c'est très sûr. Oui, très sûr. Et le ministre du budget oui, justement le calendrier, je vous parlais de ça, la date du 20 septembre où il y a eu la délibération, dans le dossier technique, quand vous le parcourez, vous comprenez vite que nous nous fixions directement à compter de cette date un programme qui nous permet d'aller vers 2019 ou 2021. Aujourd'hui, nous avons 2023. Et le ministre du budget qui était au nombre des membres de la délégation qui se sont rendus, c'est l'occasion de les remercier d'ailleurs les collègues qui se sont rendus à Addis Abeba, et nous avons bien expliqué aux membres de la CAF, puisque le 19 c'était l'opportunité pour tous les pays de présenter 30 minutes une dernière fois tout le potentiel de leur pays et toute l'organisation derrière. Le ministre du budget n'a pas manqué de confier au comité exécutif de la CAF qu'aujourd'hui, avec l'initiative extraordinaire du chef de l'État quant à la délocalisation des fêtes d'indépendance à l'intérieur du pays qui aujourd'hui constitue un élément de développement de nos infrastructures, nous profitons justement de l'AMP de 2015. On rentre dans la phase de la Haute-Guinée, je crois, naturellement. On commencera par les infrastructures dédiées à la CAN. Parlant de Addis Abeba, où vous étiez avec les du gouvernement, juste une petite parenthèse, dites-nous, est-ce que c'était un peu, l'accueil était différent par rapport à Kampala, et surtout quand on sait que la Guinée, avec cette histoire d'épidémie, l'accueil était un peu différent? C'est l'occasion de toucher du doigt l'actualité.
nous n'en faisons pas une psychose, mais il faut reconnaître que ce qui est intéressant dans la lutte contre ce virus, c'est le fait que nous sommes nous-mêmes capables d'éviter la maladie. En général, quand nous pensons au sida, au début, on ne savait pas vraiment quelles étaient les bonnes habitudes à prendre. Avec Ebola, il suffit de se laver les mains. Et naturellement, je pense que tout le monde est capable de le faire. On n'a pas besoin de trop de fanfares. Éviter au maximum les corps avant qu'on ne sache de quoi ils sont morts et tout ça. C'est l'occasion de présenter toutes nos condoléances aux familles qui en sont victimes et qui continuent justement à trimer sous le poids de cette maladie. Mais heureusement qu'on peut ensemble booster la maladie. Pour revenir à Addis Abeba, figurez-vous que pour nous les plus jeunes, c'était une expérience à vivre, j'avoue. On nous a reçus dans les nouveaux locaux du siège de l'Union africaine qui s'imposent de façon très magistrale et c'est vraiment extraordinaire. Quand vous rentrez là-dedans, vous avez l'histoire de l'Afrique depuis les années, si je ne me trompe, 63, voilà. Et donc ça, c'était tout à la fois, c'était apprendre, c'était vivre du neuf, vous avez l'histoire était là de façon très exposée. Une grande fierté de découvrir les photos de l'ancien président guinéen Ahmed Sékou Touré, de Téli Diallo et bien d'autres. Quand l'Afrique se retrouve à un endroit pareil, j'ai pas manqué de dire à mes amis quand je suis rentré que j'avoue que le Guinéen se sous-estime un peu trop. Les gens vous posent sur vous un autre regard au-delà de ce que nous savons. On se sent grand quand on se retrouve dans une assemblée qui regroupe les Africains. À travers le regard des autres. À travers le regard des autres sur la Guinée. Les gens voient en nous encore toute l'histoire qui a marqué l'Afrique à travers la Guinée. Et c'était un honneur de se dire je suis guinéenne. Et puis les gens prêtaient de l'attention à ce que nous faisions, à ce que nous disions. C'était l'occasion pour eux de poser des questions sur la Guinée à nouveau. D'accord, Guinée is back. En ce moment, l'équipe nationale de football prépare 2 grands matchs dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Cela après d'ailleurs la qualification de l'équipe cadette. Dites-nous, est-ce que ce match-là, bien ces 2 matchs-là sont un tournant déterminant pour vous, pour la Guinée? Est-ce que la Guinée tient à participer à cette CAN? En général, en matière de discipline sportive, je ne m'intéresse pas trop à ces détails d'enjeu. C'est pas trop l'enjeu qui au ministère des Sports nous intéresse. Pour ma première expérience en tant que chef de département d'un ministère comme celui-là, ce qui me préoccupe réellement dans une compétition telle, c'est vraiment les préparatifs administratifs qui se font en amont. Oui, mais c'est ce qui détermine le niveau de détermination du pays à participer ou à ne pas participer. Si vous prenez les choses nonchalamment, on peut comprendre, mais si vous le prenez à bras le corps, avec assez de points, on peut aussi comprendre jusqu'à quel point vous êtes déterminé. Je vous rejoins parce que je me dis qu'on ne peut pas prétendre avoir des résultats en comptant sur tout simplement nos prières. Il y a toute une organisation qui doit se faire avant, pendant et naturellement après. Nous avons pris l'habitude au ministère des Sports, depuis en tout cas ces derniers temps, quelle que soit la compétition, quel que soit le niveau, c'est-à-dire même si c'est un tournoi ou les championnats que vous vivez en ce moment, chaque fois que le tricolore est engagé dans une compétition, nous nous organisons d'abord pour minimiser au maximum d'éventuels problèmes, organisationnels surtout. Et cela demande pas forcément une organisation nouvelle, mais une certaine rigueur dans les dispositions pratiques à prendre, qui ne tiennent pas seulement compte du fait que le département des sports est engagé à avoir des résultats sur ces éliminatoires, mais du fait que engager une sélection nationale revêt toute une importance qui concerne tout le pays. Et donc, il y a du sérieux, de la rigueur, une organisation, je ne dirais pas parfaite, au moins qui frise la perfection à mettre en place. Et donc, je disais que quelle que soit la compétition, on s'organise. Si par exemple, vous avez un match amical, qui paraît pour des gens, non, c'est juste pour amuser la galerie le temps qu'on arrive à un stade. Vous engagez un match amical, le minimum c'est tirer les leçons après le match. C'est vrai, nous avons gagné, mais qu'est-ce qui nous a permis de gagner le match? Quelle est la valeur ajoutée qu'on pourrait apporter à ce que nous avons employé cette fois-ci pour que les prochains matchs soient encore plus que ce que nous avons vécu? Est-ce que c'est ce qui explique la qualification récente des cadets? Je pense.
La fédération aujourd'hui tient ce que j'appelle des réunions techniques qui passent parfois anodines, mais ils doivent des comptes au département des sports qui, naturellement à travers l'État, accompagnent les efforts qu'ils fournissent en engageant nos équipes. Est-ce que nous allons engager le patrimoine, un symbole national comme une sélection nationale dans une compétition telle que des éliminatoires et ne pas mettre derrière tout le sérieux en termes de technicité nécessaire, en termes de réflexion nécessaire, en termes d'organisation pour arriver à des résultats probants. C'est l'occasion de féliciter justement le staff technique de ces cadets qui ont su faire l'exception en se disant nous avons des objectifs à atteindre, on se doit des résultats pour ce que, en tout cas, si on peut appeler ça, ce que les contribuables mettent à disposition au département des sports. Je pense qu'ils ont mérité quand même cette qualification, mais ça a été un travail bien organisé. Qu'est-ce que vous attendez de l'équipe senior, très connue, et auquel les Guinéens sont très attachés? Qu'est-ce que vous attendez d'une équipe d'ailleurs qui joue tous ces matchs en dehors de la Guinée? Justement, je vous disais que tout est question d'organisation et aujourd'hui j'ai eu l'opportunité, je crois que c'était en mai dernier, de participer de visu au stage de notre sélection nationale senior. C'était l'occasion pour moi de voir comment se comporte une sélection quand elle se retrouve à un moment où on se dit qu'ils sont en pleine concentration et tout ça. J'avoue que aujourd'hui la constitution de notre sélection nationale, elle est truffée de jeunes qui ont, à ce que j'ai compris dans les discussions que j'ai eues avec eux, qui ont chacun en tête vouloir avoir un plan de carrière bien défini. Et cela suppose qu'on ne vient pas juste fanfaronner dans une sélection nationale, parce que contrairement à ce que les gens pensent, la sélection nationale n'est pas un foutoir. Excusez-moi du terme, c'est pas un foutoir, c'est vraiment, il faut mériter de porter le maillot national. C'est un privilège, merci de me prêter le terme, c'est un privilège. Et nous sentons aujourd'hui dans la constitution de cette équipe qu'ils prennent cela à sa juste mesure. Vous avez beaucoup plus de sérieux dans leur façon de faire les choses, et j'avoue que je ne manque pas à l'occasion de féliciter justement notre fédération à travers son bureau, mais surtout, et c'est l'occasion vraiment de nous pencher là-dessus, les mécènes qui aujourd'hui accompagnent notre fédération sportive. Je pense à M. Antonio Soare, je pense à Bouba Sampil, je pense à M. KPC. J'espère pouvoir allonger la liste. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière cette fédération et qui parfois ne sont même pas connues. Mécène, c'est une très bonne chose, applaudi des deux mains par tout le peuple, mais sauf que le championnat et la coupe nationale qu'on a connue la saison dernière, il y a eu beaucoup de soupçons par rapport à leur financement, étant donné qu'eux-mêmes ils avaient des équipes en compétition. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le département ne va pas revoir cette formule de financement, de soutien, en tout cas par rapport aux grandes compétitions nationales? Voyez-vous, M. Camara, il y a parfois des nuances qui continuent à miner le secteur du sport, au travers duquel nous sommes même en train de travailler sur un guide sportif afin de lever un peu l'équivoque quant à la définition des rôles. Il faut que les gens comprennent qu'on part d'associations pour devenir des fédérations. En Guinée, malheureusement, on se retrouve avec des fédérations qui ne sont même pas encore des associations, parce que normalement sur le territoire national, vous devez avoir une série de clubs qu'on peut appeler des associations qui se retrouvent et fédèrent les efforts. Mais qui parle d'association parle de personnes qui ont intégré une certaine forme de collaboration ou en tout cas d'animation associative par passion. L'État n'oblige personne à se constituer en association. C'est par volonté pure et simple que d'autres optent pour être dans une association de défense des droits de l'homme ou dans une association de défense ou d'animation sportive. C'est pour vous dire que toutes les personnes aujourd'hui que vous voyez s'employer dans des fédérations ou dans des clubs sont des personnes passionnées qui le font volontairement. Ce sont des bénévoles. Par conséquent, l'État qui représente le département des sports dans sa politique de vulgarisation, de promotion de toutes les disciplines, afin que tout Guinéen désireux de pratiquer une discipline autre que le football ou le tennis ou je sais pas moi, le baseball, le rugby ou le machin, on doit être capable, nous, d'encourager les passionnés que vous êtes à vous constituer en association. Oui, mais si aujourd'hui l'apport de ces passionnés-là peut nuire à la crédibilité des compétitions nationales, le gouvernement se doit, ou bien le département se doit d'intervenir là. J'en viens.
En fait, pas du tout. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces fédérations, ou en tout cas ces pays qu'aujourd'hui nous envions et que nous cherchons en tout cas à égaler dans les prochaines années ou décennies, sont passés par là. Le plus difficile avant, c'est que les gens ne s'intéressent même pas au secteur du sport au point d'investir là-dedans. Aujourd'hui, ils sont capables d'investir. C'est déjà quelque chose. Et ensuite, je sais compter sur l'état d'esprit de tous ceux qui aujourd'hui s'emploient dans le domaine des sports pour diminuer au maximum ce que nous appelons l'injustice qui mine pratiquement tous les secteurs, mais qu'on essaye tant bien que mal à minimiser. Aujourd'hui, lorsque vous prenez notre championnat, heureusement que ces mécènes s'investissent. Vous avez, si ma mémoire est bonne, vous avez 2 ans, jour pour jour, que notre championnat reste intact. Il se joue quand même sur 2 ans. C'est une avancée. Aujourd'hui, notre fédération est en train de tendre vers la professionnalisation. Ce que les gens ne savent pas derrière cette avancée professionnelle du secteur du football, c'est justement que ça minimise au maximum en tout cas, ça minimise les soupçons et tout machin. On a une forme d'organisation au niveau de ces championnats-là. Il n'y a pas de c'est à vous de veiller, c'est à votre département de veiller à cela pour minimiser les risques. Absolument, absolument. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi je dis que j'entretiens une étroite collaboration aujourd'hui avec nos fédérations, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des volontaires, je ne manque pas de leur dire, le minimum c'est un peu de considération et d'accompagnement dans ce qu'ils font. Mais ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est comment amener nos fédérations à être beaucoup plus, je ne dirais pas organisées, mais à recoudre avec les relations qu'ils ont avec les privés et les sociétés qui ont l'habitude de les accompagner. Parce qu'on ne peut pas mettre à disposition des ressources sans tenir compte d'un plan de développement d'une discipline qui, naturellement, peut répondre à ce, sur le plan visibilité, que recherche une société X ou Y, en fonction de quoi ils peuvent s'investir pour une discipline. Aujourd'hui, nous travaillons vers ce mariage entre les mécènes et nos fédérations, mais cela suppose que dans les fédérations, dans un comité, dans un bureau exécutif, vous avez un poste qui paraît parfois anodin comme celui de chargé marketing. Un chargé marketing, ça doit être capable de mobiliser des ressources. Si Abouakar préfère le judo, Abouakar doit avoir à sa disposition des t-shirts à acheter histoire de contribuer. Madame, merci. Ah, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi cet entretien qui a été un tout petit peu plus long que d'habitude. Ça se comprend, on était avec la patronne des sports et qui avait beaucoup à nous dire sur notre football, sur notre basketball, sur notre judo, beaucoup à dire. Merci madame d'avoir accepté cet entretien. Ici donc à Nongo où on a entendu pas mal de bruit. C'est dire que c'est un stade encore où les travaux continuent. Absolument. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'entretien de Coloma.